Bonjour et plutôt bonsoir et bienvenue. On va commencer bientôt le direct. Sachez que pour celles et ceux qui regardent le replay, on est 1 minute avant 20h. Donc si vous voulez vous connecter pour les prochaines fois, ce sera un petit peu le temps de poser des questions, de me faire un petit coucou. Bonjour Pascal, je vois déjà quelques personnes qui commencent à se connecter. Bonjour Corinne. Et pour commencer, en attendant que ça soit, qu'il soit 20h, je veux bien savoir comment ça va. Est-ce que vous avez plutôt eu un beau week-end ou pas? Bonjour tout le monde. Et, et bienvenue surtout à tous celles et ceux qui nous rejoignent ce soir pour la deuxième, en tout ce qui me concerne pour ma part, notre deuxième petite... je veux pas dire leçon parce que c'est pas tellement ça, mais session, voilà, autour de la philosophie et l'histoire du yoga. Et comme vous le savez, bienvenue à tous. Comme vous le savez, aujourd'hui, on va parler donc d'histoire moderne du yoga. Et alors, déjà, par histoire moderne du yoga, on entend plutôt, on va dire, ce qui se passe à partir du fin 19e, 20e siècle. Donc, voilà ce qui nous concerne pour aujourd'hui. Et alors, je vais vous parler donc de deux choses. D'abord, on va parler, non, pas sur ça, on va parler de philosophie à purement parler. Coucou Jeanne, bienvenue. En ce qui concerne l'histoire de la philosophie du yoga, il va se passer quelque chose à la fin du 19e siècle, plus précisément à Chicago, l'année 1893, qui va un peu mettre à nouveau dans le paysage l'hindouisme, dans le paysage international, sur la scène internationale. Et je vous parle bien évidemment du discours de Vivekananda lors du Parlement de religion. Donc voilà où est-ce qu'on va débuter notre voyage aujourd'hui au sein de l'histoire moderne du yoga. Donc dans ce Parlement de religion, il faut savoir qu'il y avait peut-être, en tout cas selon Mark Singleton, un agenda qui était peut-être caché parce que cette série de conférences qui a lieu en Chicago essaye probablement à montrer que la religion catholique, le christianisme, est au sein et la mère de toutes les religions. Et donc, on va voir donc Vivekananda, une personne qui est d'origine évidemment indienne. Swami Vivekananda, qui va faire partie de ce Parlement des religions et qui va donner un discours qui va vraiment mettre à nouveau l'Inde sur la scène internationale. Et pourquoi il va le mettre sur la scène internationale? Parce que en fait, quand il va donner une série de discours, un de ses discours les plus importants, c'est son discours d'ouverture, où il va déjà commencer par remercier toutes les personnes qui sont présentes, et il va nommer l'hindouisme comme la mère des religions. Et là, c'est quand même très important parce que ça va vraiment déjà changer un petit peu ce qui va se passer lors du Parlement des religions. Et donc, à ce moment-là, Vivekananda va rappeler les valeurs universelles de tolérance et d'acceptation de l'hindouisme. Il va également dire que l'hindouisme, c'est la plus ancienne de religions. Donc, il va mettre vraiment en valeur sa culture. Et il va se souvenir justement, donc du coup quand on parlait de violence, des temples qui ont été détruits par les Romains par le passé, des temples indiens on va dire, l'accueil que l'Inde a fait des musulmans. Vous savez qu'il y a eu énormément d'invasions, on peut dire, musulmanes en Inde. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans son discours d'ouverture, il va citer la Bhagavad Gita. Et donc, il va partager un extrait, et à partir de ce moment-là, on va dire que l'hindouisme devient très populaire sur la scène internationale. Du coup, tout le monde commence à se questionner à se poser des questions sur les origines, sur ce qui se passe, sur ce que l'hindouisme raconte. Et Vivekananda va devenir quelqu'un de très célèbre en Occident. D'ailleurs, il restera pas mal d'années aux États-Unis pour justement faire un peu le porte-parole de l'hindouisme en Occident. Et il va publier un ouvrage qui s'appelle Raja Yoga. Donc Raja comme royal,
où il expose un petit peu sa vision du yoga, ou je dirais plutôt des yogas, parce que dans cet ouvrage, il va d'un côté faire un commentaire adapté à son époque des Yoga Sutras de Patanjali, mais il va expliquer également l'importance de suivre des voies du yoga telles que le Jnana Yoga, comme le yoga de la connaissance. Et alors, bizarrement, et sur ces voies de yoga, sachez que Vincent va vous parler la semaine prochaine justement de 4 voies du yoga. Sachez qu'il y en a plus, mais en tout cas, lui, il va vous proposer 4 pour la semaine prochaine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Vivekananda, dans cet ouvrage du Raja Yoga, il ne va pas mentionner le Hatha Yoga, qui pour lui, et la légende raconte que son gourou Ramakrishna lui est apparu après sa mort dans un rêve pour lui dire que le Hatha Yoga n'était pas une voie justement royale, n'était pas une voie à suivre, c'était pas la bonne voie. Et donc, Vivekananda, dans son ouvrage, il va exclure justement cette voie du Hatha Yoga. Et pourtant, on sait que le Hatha Yoga fait carrément partie de l'histoire moderne du yoga. Et ça va être parce que sur la pratique physique, il va se passer aussi quelque chose. Donc, avec l'Empire britannique qui arrive, petit à petit, il y a un mouvement de culture physique qui va influencer énormément ce qui se passe en Inde au 19e et au 20e siècle. Et ce mouvement de culture physique qui prend de plus en plus d'ampleur aux États-Unis, en Allemagne et au sein de l'Empire britannique, va du coup commencer à faire parler de lui en Inde. Et il y a des personnes en Inde qui, d'un côté aussi, commencent à avoir des sentiments très nationalistes, qui ne veulent pas forcément avoir la présence de l'Empire britannique dans leur pays, qui vont se dire, non mais attendez, alors, évidemment il y a la culture physique, mais attendez, dans notre culture, il y a des choses qui sont très intéressantes, qui sont très importantes, notamment la voie du Hatha Yoga, qui peut être une alternative à cette... parfois ça va être une alternative donc à ce mouvement de culture physique qui arrive, et parfois ça va être aussi un mouvement qui va influencer et qui va mélanger un tout petit peu ce qui existe à l'époque. Et donc, on va voir la naissance des pères du yoga moderne, on va dire les premiers professeurs de yoga au sens où on l'entend, d'une pratique qui serait plus physique, qui s'intéresserait aux bienfaits justement des pratiques de respiration pour les bienfaits physiques et de santé que ces pratiques ont, notamment dans le Hatha Yoga. Et donc du coup, on verra Yogendra, Kuvalaya Nanda qui vont faire énormément de recherches sur le plan médical, justement pour mettre en avant les bénéfices des pratiques de yoga. Et par là, j'entends vraiment des pratiques de certaines postures, des pratiques de respiration, enfin de tout ce qui est exercice de respiration, donc les pranayama. Et donc, ils vont pas mal influencer la popularité du Hatha Yoga, qui, d'un côté, on l'a vu pour les philosophes, n'était pas forcément la voie la plus celle qu'il fallait suivre et la plus importante, mais petit à petit, ça va commencer à prendre son ampleur. Et on a Tirumalai Krishnamakarya, donc T. Krishnamakarya, qui, lui, pour le coup, au-delà de s'intéresser aux aspects de santé physique, qui bien sûr vont être là, lui ne va pas faire beaucoup de recherches médicales, en tout cas moins que les deux premiers, mais lui va commencer à proposer vraiment des pratiques, des séquences à ses élèves, des élèves qui peuvent parfois avoir par exemple mal au dos ou peuvent avoir quelques maladies. Krishnamakarya va vraiment commencer à proposer à ses premières élèves de yoga, du coup, des programmes de santé qui vont être adaptés. Donc là, on voit que sur la forme de la pratique de yoga, ça commence à ressembler vraiment à ce qu'on connaît, même s'il faut le dire, Krishnamakarya, en fait, n'était pas un prof de yoga comme aujourd'hui, dans le sens où il n'arrivait pas devant une salle avec plein d'élèves et toutes les élèves faisaient la même chose. Non. Krishnamakarya va proposer des séquences qui sont adaptées et personnalisées à chaque élève. Et alors, c'est très intéressant parce que Krishnamakarya,
il n'est jamais parti d'Inde, contrairement à Yogendra ou à Kuvalayananda qui ont beaucoup voyagé en Occident et qui du coup ont vraiment pu communiquer autour de leur pratique. Krishnamacharya, il ne va pas sortir d'Inde. Par contre, en revanche, ses élèves que vous connaissez très bien, parmi ses élèves, on nomme un certain Pattabhi Jois, père de l'Ashtanga moderne, et qui va nommer, alors, et c'est là où on rentre dans un petit débat. Ashtanga, donc, pourquoi ce courant ou ce style de yoga s'appelle comme ça? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'Ashtanga Yoga s'appelle comme ça pour rappeler que c'est une lignée, une pratique de yoga qui vient des Yoga Sutras de Patanjali. Et d'après Mark Singleton, qui est notamment l'auteur, un des auteurs d'un livre qui est sorti récemment qui s'appelle Les racines du yoga, Mark Singleton il va rappeler que en fait le mot Ashtanga, ils ont appelé cette pratique Ashtanga pour faire référence plutôt à une posture qui s'appelait Ashtanga Danda, qui tout simplement indiquait qu'on avait 8 Ashtanga, fait référence à 8 choses, à 8 membres. On avait 8 membres, si vous voulez, sur le sol, et donc c'est pour ça qu'on l'appelait Ashtanga. Donc apparemment, il n'y aurait pas de lien avec les Yoga Sutras de Patanjali. N'empêche que Krishnamacharya, on ne sait pas vraiment quelle est la vérité dans tout ça, mais il va commencer à dire qu'il s'inspire aussi de la philosophie de Patanjali, ce qui n'est peut-être complètement pas faux, mais en tout cas, il y a des personnes, comme Alexandre Astier, typiquement, je vous en parlais la dernière fois, qui pensent que Krishnamacharya, c'est appuyer des Yoga Sutras de Patanjali en disant on suit un petit peu son yoga pour se donner un peu une caution aussi intellectuelle. Parce que souvenez-vous, donc il y a ce Hatha Yoga qui n'était pas forcément bien vu de tout le monde. Donc pour avoir ce côté un peu intellectuel, du coup, voilà ce que Krishnamacharya aurait dit. En vérité, on ne sait pas vraiment, enfin c'est toujours très flou, même sur des détails de sa vie. Parfois, il se référait à un texte que personne n'a trouvé. On pense que c'est probablement un autre texte dont il parle dans la philosophie du yoga. Enfin, donc c'est un petit peu flou. Mais bon, n'empêche que donc Krishnamacharya et Pattabhi Jois vont travailler ensemble sur les séries d'Ashtanga qui, encore une fois, n'ont peut-être pas la forme, en tout cas au début de l'enseignement de la Krishnamacharya, n'ont pas la forme qu'on connaît aujourd'hui, mais comme Pattabhi Jois n'était pas forcément tout le temps physiquement là où il y avait Krishnamacharya, il a dû partir à Mysore, pour pouvoir transmettre les enseignements, et donc peut-être que à partir de ce moment-là, ils ont commencé à travailler sur quelque chose d'un petit peu plus standardisé, d'un petit peu plus codifié. Et donc voilà la voie de l'Ashtanga Yoga qui commence à prendre forme. De l'autre côté, on a BKS Iyengar, donc BKS Iyengar que vous connaissez sûrement parce que c'est le fondateur d'un style de yoga qui s'appelle le Yoga Iyengar, et qui apparemment, encore une fois je n'étais pas là, mais Krishnamacharya apparemment était déjà au début un petit peu dur avec ses élèves. Apparemment il aurait dit à Iyengar, qui était son beau-frère, il lui aurait dit en fait tu sers à rien, ton corps n'est pas fait pour faire du yoga. Donc Iyengar va partir et il va commencer à adapter le yoga à son corps, et donc c'est comme ça qu'il va commencer à utiliser pas mal de supports comme les briques, comme les sangles, etc. Et donc c'est comme ça qu'il va développer sa méthode. Et de l'autre côté, une de ses élèves, il y en a eu d'autres bien évidemment, mais une autre de ses élèves, c'est Indra Devi, une femme, la première femme occidentale à être donc l'élève de Krishnamacharya, qui va ensuite partir aux États-Unis, qui va s'installer en Californie, et qui va donc commencer à enseigner à l'élite de Hollywood le yoga. Et donc du coup, on connaît un petit peu l'histoire. Typiquement, Marilyn Monroe était une de ses élèves. Du coup, à partir de ce moment-là, Indra Devi va mettre le yoga comme une pratique qui est plutôt moderne, qui est cosmopolite. Parce que comme les stars font du yoga, si vous voulez avoir l'allure de star, le corps de Marilyn Monroe,
à ce moment-là, faites comme elle et faites du yoga. Et à partir de là, on va avoir une deuxième naissance aux États-Unis du yoga moderne, parce que la Californie est clairement un berceau du yoga moderne, et du coup, la demande va vraiment augmenter. Et après, du coup, on verra l'explosion, on va dire, des profs de yoga petit à petit. Donc, l'explosion des studios de yoga, où on a encore une pratique qui est personnalisée, mais avec la demande croissante des studios de yoga vient donc la nécessité de créer des nouveaux profs de yoga, donc des formations de professeurs de yoga, parce que la transmission, on va dire, de maître à élève ne tenait plus tellement il y avait des gens qui voulaient faire du yoga. Et donc, avec tous les teacher training, on commence vraiment à créer quelque chose de très standardisé. Et j'imagine que vous avez déjà fait un cours de yoga, bien évidemment, si vous êtes en train de voir cette vidéo. Une des choses qui est, je pense, assez représentative de l'histoire de yoga moderne est la salutation au soleil. Et parce que c'est quelque chose, et c'est une séquence que vous allez faire dans presque toutes, sinon tous les cours de yoga et toutes les séances de yoga que vous faites, c'est presque incontournable, bien évidemment, sauf si vous faites d'autres styles plus doux, comme le yin, dont vous avez vu déjà les origines la semaine dernière, ou comme le nidra, ou etc., le restauratif, mais dans presque toutes les voies, tous les styles de yoga dynamique, vous allez voir la salutation au soleil. Et c'est assez intéressant parce que cette salutation au soleil, elle ne va pas apparaître dans des textes classiques, on va dire, de la philosophie du yoga. Parfois, on fait même référence, et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que c'est autour du 17e ou 18e siècle, quelque chose comme ça, un texte qui va même dire ne faites pas des salutations au soleil parce que les salutations au soleil sont mauvaises pour la santé. Sauf que comme on ne nous décrit pas les salutations au soleil, peut-être que du coup c'est une espèce de séquence avec des poids, etc. Donc voilà, donc la salutation au soleil telle qu'on la connaît ne va pas apparaître, ou en tout cas on n'a pas encore trouvé de référence plus ancienne, ne va pas apparaître avant l'année 1938, quand sera publié ce petit livret que je vous montre là, qui s'appelle The 10-Point Way to Health, où justement le auteur, qui est un raja, donc un roi, le roi de Ondi, d'une des régions indiennes, qui va commencer à expliquer que pour avoir une bonne santé, pour être en forme, il faut faire des salutations au soleil, et lui, il va du coup nous proposer sa salutation au soleil 1938, je le répète, parce que c'est un truc, parfois on a l'impression qu'on est en train de faire des choses millénaires quand on fait une salutation au soleil, et pourtant ça c'est vraiment la première fois. Alors, peut-être que ça existait déjà, peut-être plus ou moins sous cette forme, mais on ne sait pas vraiment le dater parce qu'il n'y a pas vraiment de traces écrites avec une description aussi... Avec une description, tout simplement. Parfois, il y a le fait que le Surya Namaskara, donc la salutation au soleil, est mentionné dans les textes, mais parfois on sait que du coup quand c'est mentionné dans les textes, il s'agissait tout simplement de l'acte de prosternation au début de la journée ou un moment d'un rituel. Donc la salutation au soleil telle qu'on la connaît, on ne peut pas être sûr que ça soit plus ancienne que 1938. Et si vous pouvez aller voir, d'ailleurs ce petit livret il est disponible gratuitement en ligne, vous allez voir que du coup il aborde des thèmes comme les femmes et les salutations au soleil, les enfants et les salutations au soleil, quand est-ce qu'il faut les faire, à quel moment, avant manger, après manger, et si on a, je pense qu'il parle même de la tuberculose, enfin c'est assez intéressant donc de voir ce petit livret. Et voilà. Voilà pour l'instant tout ce que je voulais vous dire sur cette histoire du yoga moderne. Est-ce que vous avez des questions? Et probablement je pourrais vous apporter quelques réponses. Déjà, est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a plu? Alors, je ne vois pas forcément des questions. Ouais, je ne vois pas des questions. Donc,
ok, je vais considérer que vous n'en avez pas. En tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas toujours à mettre un commentaire de la vidéo qui sera un replay. Je suis toujours très contente de d'échanger avec vous, de discuter avec vous sur ces thèmes qui sont vraiment très passionnants. Merci Vincent. Et donc, justement, la semaine prochaine, on va retrouver donc Vincent Giraudon qui va nous expliquer, qui va nous parler de 4 voies du yoga. Donc, thème assez passionnant. Prochain thème. Ah, merci Sarah, c'était très clair, merci. Prochain thème, juste pour que vous le sachiez, dans l'agenda, nous, on se retrouve le 21 février. Je vais vous parler justement, notamment du Hatha Project et des quelques découvertes récentes qui ont été faites dans le domaine notamment du Hatha Yoga. Donc, on va parler de ça le 21 février. Et merci beaucoup Sabrina, merci Laura. On parlera également dans les prochaines semaines des Yoga Sutras de Patanjali, une petite introduction sur le texte. Ensuite, ça sera détaillé avec Vincent. On parlera des Upanishads, des Darshanas, donc les 6 écoles, ce qu'on appelle les 6 écoles de l'hindouisme, et d'un des thèmes que j'adore, la mythologie hindoue. Et oui, ça passe super vite. Petite séance aujourd'hui, mais j'espère que ça a été intéressante pour vous. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée. Bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.